On nous a emmenés dans une petite salle et on nous a demandé... alors effectivement, il y avait un énorme écran avec un titre attaque du 7 octobre, les attaques du Hamas du 7 octobre. Et là, on nous a effectivement introduit la chose. On nous a dit, voilà, on vous a ramené dans cette salle parce qu'on tient absolument... Bonjour, Rima Hassan. Vous êtes eurodéputée de la France Insoumise, juriste. Vous avez 33 ans. Et la semaine dernière, on n'a entendu parler que de vous. Alors pourquoi ? Parce que vous étiez à bord de la flottille de la Liberté ou le Madeleine, le fameux Madeleine. Alors il est parti le 1er juin, vous m'arrêtez s'il y a une exactitude des faits, le 1er juin dernier, de Sicile vers Gaza, avec à bord 12 personnes, dont 6 Françaises et Français, parmi lesquels vous, Rima Hassan, il y avait aussi l'activiste suédoise Greta Thunberg, et 5 Français donc, Yanis Madi, journaliste pour Blast, Omar Faïd, correspondant d'Al Jazeera, le militant CGT Pascal Morieras, l'écologiste Reva Viard et le médecin Baptiste André. Madeleine devait apporter dans la bande de Gaza, il faut le rappeler, c'est quand même l'objectif numéro 1, une aide humanitaire pour briser le blocus israélien, mais aux abords des côtes gazaouis, des côtes gazaouis, dans les eaux internationales, l'armée israélienne vous contrôle, vous arrête. On a tous vu ces images. Vous êtes emmené au port d'Ashdod où vous restez 4 jours en Israël avant d'être expulsé. Et aujourd'hui, vous êtes ici, face à nous. D'abord, j'ai une question assez simple. Comment allez-vous déjà ? Je vais plutôt bien. Je pense que quand on connaît un peu le sujet palestinien, on arrive très très vite à relativiser. 4 jours de détention, ça a permis de mettre la lumière sur d'autres réalités, mais à titre personnel, j'ai conscience que c'est très très peu de choses au regard de ce que vivent les 10 000 prisonniers palestiniens, prisonniers et prisonnières palestiniens, palestiniennes. Donc voilà. Fatigué quand même ou pas ? Un peu sonné. La première nuit que j'ai faite, je vais faire une confidence en exclu. La première nuit que j'ai faite, j'étais à l'hôtel quand je suis arrivée, j'ai pris un hôtel à Paris. Et la nuit, je me suis réveillée au petit matin. Dès que j'ai ouvert les yeux, il était 5 ou 6 heures. Je suis partie taper sur la porte. Ah oui ? J'étais dans le noir, mais j'ai eu vraiment un élan, parce que c'était le même élan que j'avais quand on était en détention. C'est dès qu'on se réveillait, forcément, on allait taper pour appeler les gardiens ou quoi, pour nous ramener ce dont on pouvait avoir besoin. Ah, vous croyez encore ? Ouais, je croyais. La première nuit, j'ai eu ce réflexe-là, qui était assez drôle. Mais voilà, forcément encore un tout petit peu sonné. Mais voilà, je tiens quand même à relativiser et j'ai pas à me plaindre. Donc on a beaucoup suivi, vous avez beaucoup documenté la traversée. Et donc évidemment les premières questions qu'on a, c'est sur à partir du moment où on n'a plus vu, oui. Vous n'avez plus pu documenter. Racontez-nous comment ça s'est passé en fait avec l'armée israélienne, l'arrestation, ce qui a suivi. Alors on nous a beaucoup moqué les moments où on a pu documenter les premières alertes qu'on avait reçues, avec notamment le passage de drones, qui étaient effectivement des drones de surveillance, mais c'était nécessaire pour nous, puisque, j'ai rappelé à plusieurs reprises, le président Navir avait été attaqué par drone au milieu de la nuit en eau internationale près de Malte, et c'était notre plus grande crainte, en réalité. Donc, pour ce qui s'est passé dans cette nuit de dimanche à lundi, ça a été le même système d'alerte. L'alarme a sonné parce qu'on avait effectivement détecté plusieurs bateaux à proximité du nôtre. Et on a attendu une petite heure et ensuite certains ont communiqué en disant que c'était une fausse alerte. Moi, j'étais pas du tout convaincue. J'étais persuadée, et parce que précisément, on avait fait une veille de l'actualité israélienne. C'est surtout la presse israélienne, en fait, qui a révélé, notamment le Jerusalem Post, qui avait révélé qu'il était fort probable que l'interception allait avoir lieu, effectivement, dans la nuit entre dimanche et lundi. Et ça n'a pas loupé, effectivement. 30 minutes, 40 minutes après, les premiers drones sont arrivés. Et par chance, parce que nous, on s'attendait à avoir le système totalement brouillé, le réseau brouillé. C'est ce qui s'est passé sur les dernières flottilles. Donc nous, on a eu de la chance, en fait, sur cet aspect-là, c'est qu'on a pu communiquer les premières attaques du drone. La dernière photo que j'ai partagée, c'était effectivement les petits jets de peinture. De peinture blanche, ouais, effectivement, qui nous ont lancés. Donc on a pu communiquer jusqu'à ce stade-là. Et là, d'un coup, on voit 2 Zodiacs arriver des 2 côtés. On s'est cru vraiment dans un film, parce qu'en plus, au milieu de la nuit, je veux dire, on ne comprend pas toujours très bien, mais par chance, on a mis en pratique toutes les consignes de sécurité sur lesquelles on s'était formé. Donc, mettre vraiment les mains en évidence, s'asseoir chacun à notre place. On avait chacun des places auxquelles on s'était attitré pendant toutes les répétitions qu'on avait eues sur les différents scénarios. Et Yanis, je rigole parce que la scène, avec le recul, elle me fait un peu sourire. Yanis
a été braqué en premier, parce qu'il avait sa caméra. Il a été braqué, donc une arme sur lui. Oui, Yanis, on a le tous, journaliste de Blast. On a tous été braqués en réalité. Mais Yanis, je crois qu'il a vraiment vu cette petite lumière rouge directement arriver sur sa caméra. Et je sais plus, il a eu une réaction qui était sur le coup assez drôle. Il a jeté sa caméra par panique, mais on a vraiment été pris par surprise, quoi. Et il a sorti un légendaire What the fuck. Il a balancé sa caméra. Et donc, on a tous montré nos mains en évidence. Et ensuite, on a juste obéi. Et là, ils vous embarquent, il se passe quoi? Il se passe, parce que là, on n'a plus d'image, on ne sait plus ce qui se passe, et nous, on veut savoir ce qui s'est passé à ce moment-là. À ce moment-là, effectivement, donc, on jette nos téléphones, parce que c'est quelque chose sur lequel on s'est mis d'accord. On ne voulait pas que nos données... Je rappelle qu'on a été en contact avec plusieurs personnes, notamment à Gaza, et notamment des journalistes, donc on ne voulait vraiment pas les exposer. Donc, on a jeté nos téléphones, et ensuite, on est resté près de 20 heures avec les soldats à bord du... 20 heures. Ah oui, près de 20 heures. Donc, ils nous ont réunis sur le pont. On avait effectivement filé nos gilets de sauvetage avant qu'ils arrivent. C'est quelque chose qu'on fait dès que l'alarme sonne, donc on les avait déjà sur nous. Et ensuite, ils nous ont filmé, ils nous ont distribué des sandwichs et de l'eau, ce qui était assez drôle parce qu'ils ne nous ont pas filmé quand ils nous ont laissé dormir sur le pont. Donc, on a vraiment dû dormir. Justement, cette image, on voulait un peu reprocher. Il y a cette fameuse photo où il y a, je crois, un pain au lait. On voit Greta Thunberg qui sourit. Oui. On a dit, ah oui, alors, ils dénoncent la famine, mais en fait, quand on leur donne un pain au lait, ils sourient. Vous avez entendu ces reproches? Mais je ne comprends pas ces reproches. Nous, on était en train de sourire face à l'absurdité de cette situation. C'est-à-dire que c'est littéralement, si je veux utiliser le bon terme, c'est un kidnapping. Nous étions en eau internationale. On avait été par ailleurs soutenus par 10 rapporteurs spéciaux des Nations Unies qui ont réaffirmé et éclairé un peu aussi l'opinion sur le droit qui s'appliquait. Parce qu'effectivement, on peut se dire, bon, c'est quoi ces militants ils veulent défier des autorités, y compris potentiellement le droit qui s'applique. Et ça a été extrêmement précieux pour nous d'avoir un éclairage en matière de droit qui s'applique par ces 10 rapporteurs spéciaux des Nations Unies, qui ont rappelé 2 éléments importants. C'est que la population de Gaza est en droit de recevoir de l'aide humanitaire, y compris dans un contexte d'occupation. Le deuxième élément, c'est que les eaux contrôlées par Israël, les eaux territoriales que vous avez mentionnées, sont des eaux palestiniennes. Elles sont certes contrôlées par Israël. Israël peut procéder au contrôle de notre bateau s'il le désire pour des raisons sécuritaires, vérifier qu'il n'y a pas d'armes, etc. Mais il n'a pas le droit de nous intercepter, et encore moins en eau internationale. Donc c'est vraiment un kidnapping, et effectivement, on est resté 20 heures. On a d'abord dormi, l'image que vous avez vue, où on était assis les uns contre les autres avec nos gilets. Avec les gilets. Mais en fait, on a fini par s'endormir comme ça jusqu'au lever du soleil. Et ensuite, dès que le soleil se levait, je ne sais pas si c'est parce qu'ils avaient peur que des images soient captées par drone ou autre, ils nous ont enfermés dans le carré et à l'intérieur du bateau. Et là, à l'inverse, on n'avait pas le droit de sortir, y compris individuellement pour prendre l'air 5-10 minutes. Je rappelle quand même, il faisait très chaud et qu'on n'avait pas possibilité en réalité de sortir. On était 12 enfermés en bas. Et justement, eux, ils ont diffusé leurs images. Et donc, sur ces images, il y a l'idée de vouloir paraître comme non violents. Ils étaient comment, en fait, hors caméra, une fois que les caméras étaient éteintes? Est-ce que c'était ce même ton ou est-ce qu'ils étaient différents? C'est quoi l'attitude, en fait? L'interception en elle-même, elle est extrêmement violente. Le procédé qui consiste d'abord à nous jeter de la peinture au milieu de la nuit, ça a créé de la panique chez certains, parce que certains se sont demandé si c'était pas un produit chimique ou... On n'a pas très bien compris l'utilité, ou peut-être a posteriori. Bon, après, on n'est pas dans le même secteur, donc peut-être que d'autres militaires ont compris, ou soldats. Nous, c'est vrai qu'on n'a pas du tout compris pourquoi ils étaient en train d'inonder notre bateau de peinture. J'ai encore les chaussures que j'avais sur le bateau. Elles sont toutes... Ah oui, ben là, on les voit, elles sont pleines de peinture blanche. C'est une pièce, ça, une pièce d'histoire un peu. Oui, puis on a gardé effectivement plein de souvenirs, mais de ce moment. Merci de les avoir ramenés. C'est juste que j'ai pas de chaussures pour le moment, donc je les ai gardées. Mais effectivement, on n'a pas très bien compris, et tout ceci a été extrêmement violent. Le procédé qui consiste aussi à intervenir au milieu de la nuit. Donc, et ensuite, le fait qu'ils étaient effectivement tous armés, qu'on était contrôlés par ces soldats qui... avaient leurs armes pas systématiquement braquées sur nous. Ils les ont d'abord braquées pour nous contrôler et nous déplacer, etc. Mais tout au long, effectivement, ils étaient armés à proximité de nous et en contrôlant le moindre fait et geste de chaque personne de l'équipage. Et justement, il y a un paradoxe, on vous voit souvent sourire. Oui. Il y a ce sourire qui a été
commenter, qui énerve vos adversaires et qui adore vos fans et vos supporters. Vous avez eu peur ou pas? Parce qu'avec ce sourire, on a l'impression que vous n'avez pas peur. Non, Rien vous fait peur? Non, je l'ai dit en amont. Plusieurs de vos confrères m'ont posé la question de savoir effectivement où je plaçais cette question de la peur dans ma participation à cette mission. Je me refuse à avoir peur. Enfin, on est en train de... À partir du moment où je suis convaincue qu'on est dans le camp qui consiste à défendre quelque chose qui est noble, on le fait après chacun à sa manière, avec son niveau aussi de radicalité. Enfin, je revendique aussi le droit à la subjectivité, on y reviendra peut-être, mais on ne peut pas non plus faire société sans considérer qu'on a aussi des émotions. Et la place des émotions dans la politique, c'est quelque chose qui est aussi très important pour moi, que ça soit l'amour, mais aussi la question de la colère légitime, de par des parcours de vie, de par des injustices dont on a pu être soi-même témoin ou victime. Et il y a toute la dimension de l'incarnation, parfois aussi des luttes. Je veux dire, je schématise souvent avec cette question, mais une femme sera toujours plus légitime et incarnera toujours mieux la question du féminisme qu'un homme. Un homme peut très bien être féministe, mais une femme l'incarnera bien plus. Donc, il faut faire de la place à toutes ces subjectivités pour faire société. Mais donc, effectivement, je me refuse à avoir peur, qui plus est, face à, encore une fois, un État et un régime que je méprise dans sa dérive, voilà, face à ce qui a été aussi ma formation, qu'est la place du droit international, des droits humains. Et c'est leur faire un cadeau. Donc c'est la colère qui a pris le pas sur la peur. Non, c'était pas la colère. Je crois que les sourires qu'on avait, c'était plutôt de dire bon, bah. On est là, quoi. On est là. Et c'est un sourire. J'appelle un sourire de l'âme, c'est un sourire de résilience et de résistance aussi. Face aux armes, en fait, vous, c'était le sourire. Oui. Et justement, les soldats de l'armée israélienne de Tsahal, est-ce qu'ils vous connaissaient? J'imagine que oui, quand même. D'ailleurs, ils vous disaient, c'est toi la star, la française? Est-ce qu'ils vous titillaient là-dessus ou pas? Oui, bien sûr, mais moi, Greta et moi, ils nous appelaient souvent comme ça par nos prénoms. Et donc, moi, j'aimais bien un peu leur tenir tête, Enfin, leur tenir tête, mais en tout cas, juste leur montrer que c'est pas acceptable ce qu'ils étaient en train de nous faire. Donc, j'insistais pour demander un sac de couchage, mon sac de couchage qui était en bas dans les cabines. Et à un moment donné, quand ils étaient un peu agacés, ils me disaient « Ah, Rima, c'est bon, enfin, stop !» Et c'est vrai qu'ils m'appelaient systématiquement par mon prénom. Donc, effectivement, ils nous identifiaient très, très bien. Et un des soldats, quand ils nous ont réunis, nous a même dit « Nice to meet you ». Ah oui? Ouais. Il y a un petit ton de... Oui, un peu... Vous connaissiez presque. Mon cœur, mais après, il faut aussi resituer. Les soldats israéliens sont, pour la plupart, en service, en tout cas, très jeunes. Très, très jeunes. Donc, ils sont même, pour certains, plus jeunes que moi. Ils ont l'âge de Greta, pour certains. Donc, 22, 23 ans. Donc, ils sont aussi ils font aussi leur service dans l'âge qui est le leur. On a eu après affaire à des responsables israéliens qui étaient plus âgés, des officiers qui avaient une toute autre posture, beaucoup plus de distance, beaucoup plus d'autorité, etc. Donc là, on était aussi avec des soldats, je veux dire, qui faisaient... qui menait cette action avec l'âge qui le leur. Vous pouvez sentir... l'immaturité. Vous pouviez sentir ou deviner que certains, peut-être qu'ils regrettaient d'être là et que s'ils avaient pu, ils n'auraient pas répondu aux ordres de leur hiérarchie. Vous le sentiez, ça, ou pas? On a pu pas jusque-là. Oui, on a pu sentir que c'était vraiment quand on pouvait poser des questions, etc. Ils se contentaient de nous dire nous, on fait qu'obéir, quoi. Enfin, on a demandé de faire ça, on le fait. Venez pas nous poser des questions supplémentaires sur la raison d'être de cette interception, notre présence, etc. Donc, effectivement, je pense que c'est tout le problème aussi dans ce secteur d'activité. C'est la soumission totale. À l'ordre même le plus absurde. Effectivement, et quand on sait que l'ordre était surtout politique, parce que nous, ce qui nous avait effrayé, je donne juste cette petite information, quelques jours avant cette interception, il a été révélé effectivement que les différents commandos israéliens se préparaient à agir, et que l'armée israélienne se prépare à agir, et ils avaient indiqué en supplément sous instruction politique. Et toute notre crainte, nous, elle portait sur cette question de l'instruction politique, quand on sait effectivement ce qu'il en est du régime politique israélien actuel, et on avait peur effectivement que ces dérives viennent de ces instructions de ce même régime.
Donc vous avez passé une vingtaine d'heures, vous dites, sur ce bateau. Oui. Et après, donc c'était 20 heures statiques, c'était le temps de rejoindre la côte. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite, en fait? On vous a emmené en prison, vous a fait attendre... Il faut dire qu'on a quand même été retardés, parce que normalement, on était censé arriver beaucoup plus tôt. On est arrivé au milieu de la nuit, donc on a effectivement fait 20 heures. On était censé arriver quand il faisait encore jour. Et là, on a commencé à tourner. On n'a pas trop compris ce qui s'est passé à ce moment-là. Et on a compris un peu plus tard qu'ils voulaient absolument éviter qu'on arrive en plein jour, parce qu'il y avait énormément de presse internationale et israélienne qui nous attendait. Et aussi, je pense, parce qu'ils voulaient éviter que des images, y compris par drone, puissent être captées si on débarquait en plein jour. Donc, il nous a d'abord retenu sciemment quelques heures avant d'arriver au port. Et au moment où on arrive, donc je suis la première à sortir, j'ai eu un acte qui était fort pour moi. C'était de garder le t-shirt sur lequel était inscrit 1948, la question du droit au retour des réfugiés palestiniens, parce que là, j'ai pas vécu un droit au retour tel qu'il est revendiqué par les résolutions des Nations Unies. Vous posez le pied sur la terre israélienne. C'était la première fois. Donc effectivement, depuis que ma famille a été expulsée pendant la Nakba, et c'était la première fois que, voilà, après plusieurs générations, que quelqu'un de ma famille posait effectivement les pieds sur ces terres, et c'était très important pour moi de le faire avec ce t-shirt qui rappelait la date de la Nakba et la date de l'expulsion de plusieurs centaines de milliers de Palestiniens qui n'ont jamais pu revenir. Il y a aussi il y a une rumeur sur la vidéo du 7 octobre. On a entendu dire non, c'est vrai. C'est vrai, on vous avez vraiment fait regarder les images du 7 octobre. Que 4 personnes. Donc, c'était Thiago, Yasmine, qui sont les 2 responsables de la coalition qui étaient à bord de ce navire, et Greta et moi-même. On nous a emmenés dans une petite salle. Et on nous a demandé... alors, effectivement, il y avait un énorme écran avec un titre attaque du 7 octobre, les attaques du Hamas du 7 octobre. Et là, on nous a effectivement introduit la chose. On nous a dit, voilà, on vous a ramené dans cette salle parce qu'on tient absolument à vous montrer ce court extrait, je ne sais plus si c'était 10-15 minutes, sur les attaques du 7 octobre. Et donc, nous avons refusé. On a vraiment considéré que c'était... une logique de propagande, en fait, guerrière, visant à légitimer ou à justifier ce qui se passe. Parce que nous, si vous voulez, on n'a jamais remis en cause les attaques en elles-mêmes. On n'a pas contesté ni la nature des attaques, ni l'atrocité des attaques du 7 octobre. Nous sommes là pour briser un blocus qui est illégal. Donc, on n'a pas très bien compris la logique qui consiste à nous dire... c'était un peu, à mon sens, pour nous dire, bon, en fait, ce que fait Israël à Gaza, c'est à cause, finalement, du 7 octobre. Mais ça, c'est une rhétorique qu'on se refuse effectivement à accepter au regard des atrocités qui sont commises à Gaza et au regard des violations répétées du droit international, de la famine, du contexte de génocide. Donc, nous avons refusé de visionner ce court extrait.